Martine B. Côté, bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue d'être à ce deuxième podcast de l'Abordé. Donc, je suis très content de t'accueillir. Et tu es là parce que, en fait, en lien avec la création de Véronique Côté, La Paix des femmes, qui va avoir lieu en janvier. Donc, là, présentement, on est en décembre. Et donc, tu as suivi de près ce travail-là, tout le travail en amont avec Véronique comme conseillère, appelons ça comme ça, ou membre personnel. Mais avant qu'on rentre là-dedans, j'aimerais ça peut-être que tu... Parce que nous, on s'est connus dans une autre vie, au Théâtre Périscope, moi que je t'ai connu. Bien sûr. Tu étais aux communications, je crois, ça fait comme plusieurs années, je sais pas combien de temps. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans, hein? Et puis après ça, bon, je t'ai vu ici et là, puis tout à coup, j'ai appris que tu travaillais, en tout cas, tu étais impliqué dans tu étais intéressé par ce domaine-là, toute la prostitution chez les femmes, etc., etc. Donc, si tu peux faire un petit parcours, un petit portrait de ton parcours rapidement autour de ça. Oui, c'est ça, parce que pour moi, ça a été un changement de vie, hein. Quand on dit qu'il y a plusieurs vies dans une vie, j'en suis un exemple parce qu'effectivement, j'ai commencé toute jeune à travailler au Théâtre Périscope. Oui. Puis après, c'est une carrière de journaliste culturelle pendant un petit peu plus de 10 ans. Oui. Donc, essentiellement à la radio, à Radio-Canada, comme chroniqueuse culturelle, critique, des collaborations aussi, Le Devoir, à l'époque Le Voir. Oui. Donc, moi, je me souviens de t'avoir interviewé à plusieurs reprises. Alors là, oui, effectivement, les rôles sont un peu renversés parce qu'à un moment dans ma vie, il y a eu un changement. J'ai découvert ce sujet-là, moi, la prostitution. Évidemment que je savais que ça existait, mais de dire c'est un sujet qui peut me concerner, ça a été une découverte. C'est une découverte que j'ai faite via les arts, via le documentaire, un documentaire d'Ève Lamont qui a été tourné ici à Québec et qui s'appelle L'Imposture. Puis, entre-temps, j'ai changé de chemin professionnel et là, je me suis dirigée, vraiment prise par cette passion-là de ce sujet-là. Je me suis dirigée vers un organisme qui offre du soutien, des services aux femmes qui sont en situation de prostitution ou qui l'ont été. Parce qu'on aura sûrement l'occasion d'en parler, mais la sortie et les années post-prostitution sont très difficiles. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Puis là, j'ai senti un besoin d'aller perfectionner un peu mes connaissances d'un point de vue scientifique. Et ce que j'ai fait, donc, je suis retournée aux études. Un mémoire de maîtrise en droit. Je travaillais sur plusieurs projets de recherche directement en lien avec les questions liées à la prostitution. Donc, je suis devenue en quelque sorte une personne qui gagne sa vie, qui passe sa vie en tout cas à s'intéresser aux questions de prostitution, à côtoyer des femmes qui ont connu ça. Et ça m'a amené à travailler avec mon amie Véronique Côté, justement pour aider les comédiens et les comédiennes à avoir une idée de ce que ça représente, la prostitution. On a rencontré les acteurs ont rencontré des survivantes, donc des femmes qui ont connu ça. Donc c'est là que j'entre en scène, disons ça, comme ça. Parfait. Alors, bon, il y a plusieurs sujets là, que je vais aborder, mais disons... Rapidement, en commençant, c'est qui les femmes prostituées? Parce qu'on a, tu sais, il y a toujours l'idée de la personne qui est au coin de la rue, là, tu sais, bon, ça, ou les escortes. Mais j'imagine que c'est, bon, c'est peut-être un cliché, mais il y en a sûrement, un cliché vient de quelque part. Mais en gros, est-ce qu'il y a un certain type, ou il y a quelques types de prostitution, de prostitution, ou voilà, c'est quoi, pour faire un portrait, là, mettons, sociologique? Évidemment, il n'y a pas de question dans le recensement fédéral, hein, qu'est-ce que vous faites comme activité. Donc, en termes de nombre, on peut pas vraiment l'évaluer. C'est très, très difficile de savoir combien de femmes en ce moment. Des enquêtes populationnelles, ça n'existe pas. C'est trop un milieu qui est marginal pour procéder à ça. Évidemment, ce qu'on peut faire, c'est lire les quelques études produites par des organismes d'ici, mais qui donnent une idée des populations que ces organismes-là, voient. Donc, c'est pas une idée qui est très scientifique. On ne peut pas avoir de données scientifiques. Par contre, ce qu'on sait absolument, c'est que, notamment, ça a beaucoup changé. Parce que tu parles de prostitution de rue, il fut un temps où c'était une prostitution qui était somme toute majoritaire. Alors que là, c'est le contraire. C'est devenu très marginale et c'est une prostitution qui en est une de toxicomanie. Alors, de fin de mois parfois aussi, mais surtout de toxicomanie. Donc, pour pouvoir obtenir les substances nécessaires, un client, 2 clients, on y retourne. Alors, on parle de ça et c'est très, très minoritaire au Québec. Par contre, ce qui est majoritaire, ce sont les escortes.
Et on pourrait avancer jusqu'à 80-85% des femmes qui sont dans l'industrie qui sont des escortes, qui affichent leurs services, donc sur des sites Internet. Majoritairement. Il y en a plusieurs au Québec. Et puis, ils rencontrent des clients. Puis, entre les deux, d'autres pratiques, notamment dans le Grand Montréal, les salons de massage. Il y en a à Québec, c'est moins fréquent. Dans le Grand Montréal, ils sont au-dessus de 300. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, c'est sûr que là, c'est de la prostitution. C'est pas connu. Ah, bien sûr, c'est connu, reconnu sur leur site Internet. Vous pouvez choisir la personne que vous allez rencontrer. Et puis, vous n'aurez pas un massage suédois. Ça, c'est certain. Là. Donc, essentiellement, je vous dirais que c'est ça, mais avec des pratiques marginales ici et là. Mais vraiment, au Québec, en ce moment, en 2021-2022, c'est des escortes qui affichent leurs services sur des sites Internet et les clients les bookent par texto. OK. Puis ça, c'est des femmes qui travaillent à leur compte? C'est des travailleuses autonomes ou il y a toujours le proxénète là-dedans ou c'est bon? Les femmes ont beaucoup de difficultés à rester indépendantes pour toutes sortes de raisons. D'abord parce que souvent, quand elles le sont, il y a beaucoup d'argent perdu pour beaucoup de gens, des proxénètes, des réseaux, des gangs de rue, des gens qui bookent, des agences. Donc, les femmes témoignent de harcèlement, voire de menaces, tu sais, nous, on va s'occuper de toi. Bon, elles reçoivent aussi des offres de services. Si tu me laissais m'occuper de ta carrière, parce qu'il faut s'imaginer que quotidiennement, gérer un flot de messages, puis de demandes de clients, fais-tu ci, fais-tu ça, c'est combien, où et tout. Moi, il y a des femmes qui m'ont confié qu'elles trouvaient ça vraiment, vraiment difficile. Donc, dans un sens, il peut y avoir un attrait pour confier cette gestion-là à quelqu'un, à un tiers parti, que ce soit une agence ou un proxénète. Mais évidemment, il y a aussi encore aujourd'hui beaucoup de cas de proxénétisme, là, qui est, voire de traite. Donc, on est dans la coercition, on est dans l'obligation. Ces hommes-là, souvent, vont faire un coup d'argent rapide avec une très jeune femme pendant quelques mois, qui va être isolée, qui va être déplacée souvent à l'intérieur du Canada, au Québec. Et puis, ces expériences-là existent encore, là, absolument, absolument. OK. Et ça, c'est majoritaire ou on sait pas non plus? C'est très, très difficile de l'établir. Voilà. OK, parfait. Et il y a aussi, donc, dans ce que j'ai appris aussi, parce que aussi, il faut dire que tu as écrit avec Véronique Côté, donc, un essai. Donc, vous avez co-écrit cet essai-là qui s'appelle « Faire corps », qui est publié chez Atelier 10. Atelier 10, c'est ça. Donc aussi, c'est en rapport à ça que j'ai lu aussi. C'est un essai que tout le monde devrait lire. En tout cas, je trouve ça assez très, très instructif et troublant aussi. Pas juste instructif, oui, mais troublant en tout cas. Et c'est là qu'on voit qu'il y a deux, disons, positions antinomiques. Il y a les abolitionnistes, dont tu fais partie. Oui. C'est ça. Et les pro-TDS, qui est pro-travailleuse du sexe. Pro-travail du sexe. Pro-travail du sexe. Ouais. OK, parfait. Donc, abolitionniste, on pense c'est sûr qu'il y a quelque chose comme d'un peu négatif dans le nom, mais si on pense abolitionniste par rapport à la peine de mort, c'est positif. Par rapport au racisme, c'est positif parce que une personne choisit de mourir ou de subir du racisme, tandis que dans la prostitution, on a l'impression qu'il y a une notion de choix et si on est abolitionniste, on est contre. Donc, c'est à défaut d'autres mots peut-être. Donc, cette position-là, essentiellement, c'est quoi? On parlera de l'autre après. C'est une position qui est très méconnue, qui est effectivement mal perçue, notamment dans les milieux militants, dans les milieux surtout politisés de gauche. Oui. Alors, c'est vrai que moi, le mot, je l'aime pas. Oui, c'est sûr. Puis j'ai rencontré une femme qui me disait, on dit souvent abolo pour faire plus court, puis elle dit, j'aime encore moins ça parce qu'on dirait diabolo. Puis c'est vrai que c'est une position qui est souvent diabolisée. Je pense qu'il y a un réflexe humaniste de base et de plus en plus développé, notamment chez la jeune génération, de vouloir ne pas stigmatiser personne, d'utiliser les termes les plus respectueux possibles. Et je pense qu'en ce sens-là, les gens vont avoir tendance à utiliser le mot travailleuse du sexe et travail du sexe, un peu comme on va dire une personne non-voyante, par respect. Sauf qu'il faut savoir que ça vient avec
avec des idées politiques derrière. Oui. Et moi, les idées sur la prostitution que je défends, que j'ai et qui ont été développées au fur et à mesure de mes contacts avec des femmes et avec des femmes qui ont connu la prostitution et qui aujourd'hui se disent abolitionnistes, parce qu'on n'est pas juste une gang de militantes universitaires, là. On est aux côtés de ces femmes-là et qui disent « Ouais, fut un temps où moi, c'était mon travail, c'était mon emploi. Je me disais que j'étais une travailleuse du sexe, que j'avais des droits et tout, mais maintenant, je pense plus comme ça et je souhaiterais qu'il y ait de moins en moins de prostitution. Et c'est un peu comme ça que je définirais l'abolitionnisme, c'est-à-dire que c'est l'idée de vouloir construire un monde sans prostitution. Ça peut paraître utopique. Il y a beaucoup de travail à faire d'ici là. Et à partir du moment où on se dit que on voudrait un monde avec moins de prostitution, pour reprendre une formule un peu boiteuse, ben il y a des actions qu'on peut poser en ce sens-là. Il y a des politiques publiques qu'on peut adopter et il y a des législations qu'on peut mettre en place. Parce que si on fait le choix inverse de se dire la prostitution est un travail comme les autres, légitime, on va faire d'autres choix de société. On va faire des choix de société qui normalisent et on le voit dans certains pays, ces choix-là, quand on normalise la prostitution, ben on la glamourise, on la rend ordinaire et on gomme les conséquences qu'un passage dans la prostitution peut avoir sur les femmes. Donc, l'abolitionnisme, c'est cette idée que tant qu'il va y avoir de la prostitution, l'égalité entre les femmes et les hommes va être difficilement atteignable. Parce qu'il y aura toujours ce rapport-là. Tout à fait. Quelque part. Cette possibilité-là pour une femme, c'est Rose Dufour qui le dit, l'anthropologue de Québec et la fondatrice de la Maison de Marthe, qui le dit si bien. Quand on se rend compte comme femme que nous sommes toutes prostituables, on comprend quelque chose. Oui, absolument. Alors, il y a cette idée-là de vouloir... c'est un mouvement qui est large, c'est un mouvement qui vise, oui, à réduire la présence de prostitution, qui questionne la demande pour la prostitution et qui parle de quelqu'un dont on parle jamais, sinon, c'est l'homme. Parce que sans client, il n'y en a pas de prostitution. Sans client, il n'y en a pas de proxénètes qui sont là parce qu'il y a une demande. Donc, les abolitionnistes souhaitent ramener cette idée-là du choix des hommes de devenir des clients dans la discussion. Donc ça veut dire aussi, ça commence à l'éducation à la maison, l'éducation à l'école, c'est un travail en amont pour que ce rapport-là, le rapport aux besoins de l'homme, là, appelons ça comme besoins irrépressibles, disent certains, mais il y a tout un travail en amont d'éducation à part du travail de législation aussi, pour en arriver à cette utopie, disons, donc cette étoile polaire vers laquelle on s'en va. Oui, parce qu'il y a eu un début à la prostitution, donc moi, je pense qu'il peut y avoir une fin. Il y a eu un début? Bien sûr qu'il y a eu un début. Je suis vraiment pas une historienne de la chose, mais je veux dire, c'est pas un phénomène météorologique qui est apparu en même temps que la planète. Là. Alors, pour moi, dans ma vision et dans la vision de l'idéologie que je défends, c'est la prostitution est quand même le résultat de la domination des hommes sur les femmes. C'est un outil, c'est une pratique qui a été instaurée à l'époque pour des raisons différentes. Il y a tout un phénomène de classe sociale qui a été associé à ça, de racisme, de colonialisme. Merci beaucoup, qui est associé à ça. Aujourd'hui, puisqu'on est dans une société capitaliste, voire néolibérale, ça a un peu changé de visage. Ça a l'air un peu plus souriant. C'est une industrie qui a l'air un peu plus souriante, mais qui résulte quand même d'un système patriarcal qui fait que les hommes ont le pouvoir, l'argent, la violence pour contraindre en quelque sorte les femmes à cette pratique-là, au développement de l'industrie qui les sert eux. Et en gros, c'est un peu ça. Et c'est que aussi, cette utopie, on l'appelle utopie, mais quand je dis qu'il y a un début et qu'il peut y avoir une fin, c'est qu'on vise aussi en amont à questionner cette marchandisation du corps de la femme, la marchandisation de la sexualité. Ces temps-ci, je travaille beaucoup avec de très jeunes femmes et qui très tôt
ont cette idée de leur corps et de leur sexualité comme d'une ressource. Une ressource à exploiter, à se dépêcher de l'exploiter avant qu'elle soit plus exploitable. Au goût du jour, exploitable, de se dire, je vais le faire, je vais faire une passe d'argent. Donc, quand je parle de visage plus souriant de la prostitution, il y a ça. En ce moment, moi, c'est ce que j'observe et j'avoue que c'est un discours devant lequel je me sens un petit peu démunie parce que j'ai l'impression d'un backlash. Il fut un temps où, justement, les féministes se revendiquaient de la réappropriation de leur corps, de leur sexualité, de ne pas vouloir être un objet sexuel, mais un sujet sexuel. Et puis là, on est ailleurs chez les très jeunes femmes. Donc, en amont, dans les écoles, dans les cours de sexualité, j'avoue que je ne sais pas comment on peut faire ça, mais il faut travailler sur cette idée de la marchandisation du corps de la femme et de la sexualité. Oui, surtout si c'est revendiqué par ces jeunes femmes-là qui disent, mais c'est... Tout à fait. C'est le mot en anglais, là, empowerment. Là, oui, empowerment. Et c'est ça. plus tristement, je trouve, c'est qu'il y a tout un courant de ce qu'on appelle le body positive, qui est extraordinaire. Et ça, on l'observe beaucoup chez les jeunes femmes. Donc, cette idée de la diversification des corps, de se réapproprier sa sexualité, son corps, de se sentir bien. Mais j'observe dans certains milieux que se sentir bien dans son corps peut mener à une entrée dans l'industrie du sexe. Et il va servir de justificatif. Oui, elle est bien dans son corps, bien dans sa sexualité. Pourquoi elle le ferait pas? Ben oui. Mais c'est ça. Après ça, toutes les jeunes femmes avec qui je suis en contact et qui ont connu ça, parlent des séquelles que cette expérience-là a laissées. Puis on est complètement ailleurs. On va parler de l'autre volet, donc les pro-TDS. Oui. Donc, eux, ce qu'ils disent finalement, c'est que c'est un travail comme un autre ou pas. En tout cas, c'est un travail, c'est une pratique. Et donc, la femme pourrait être protégée pour avoir l'assurance chômage, etc., un lieu. Bon, ça devrait être une activité réglementée comme par le Code du travail, comme n'importe quel. Bon, et il y a des lois, il y a des pays qui le font. On pense toujours à Amsterdam, la Hollande, il y a d'autres pays aussi. L'Allemagne? L'Allemagne est un exemple intéressant, oui. Bon, alors, est-ce que ce modèle-là, et toi, pour avoir étudié, bon, j'imagine les deux aspects, tu as choisi l'abolitionnisme, mais qu'est-ce qui fonctionne pas d'après toi, puisque tu n'as pas rejoint ce camp-là? C'est quoi parce que ça semble correct dans le sens, c'est mon corps, je fais ce que je veux, c'est une activité que je vais faire pendant un certain nombre d'années, et comme ça, je suis protégé par les clients, je suis protégé de certains clients, etc. Et qu'est-ce qui fonctionne pas d'après toi dans ce modèle-là, quand il est appliqué? Si on prend un exemple concret d'un pays où c'est appliqué en ce moment, c'est l'Allemagne. C'est-à-dire que il y a beaucoup de bordels qui sont réglementés par les différentes villes. Donc, les femmes sont tenues de s'inscrire à un registre. Elles travaillent donc dans des bordels, un peu l'équivalent de nos salons de massage d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de différence. Mais bon, tout ce monde-là peut s'afficher, déclare ses impôts et tout et tout. Ça donne lieu à beaucoup de dérapages parce que dès qu'on normalise cette pratique-là, il y a une hausse de la demande. Okay. Alors, en Europe, il y a beaucoup de petits séjours qui se font pour aller dans des bordels allemands. Par exemple, du côté des Français, qui ont un système qui ressemble beaucoup au nôtre en termes de législation, vont aller une fin de semaine, passer une fin de semaine dans des bordels d'Allemagne. Et évidemment, les personnes qui ont envie de faire ce travail-là, sont pas aussi nombreuses qu'on pourrait le penser. En fait, pour moi, ça me semble une évidence qu'il n'y a pas tant de femmes qui souhaitent faire ce travail-là. C'est un choix de carrière qui est quand même particulier. Donc, ce que ça fait, c'est que pour remplir toute cette demande-là, pour qu'il y ait assez d'offres, il y a des phénomènes de traite qui sont exponentielle. L'importation. Absolument. On va chercher de la main-d'œuvre là où elle se trouve, c'est-à-dire dans des pays notamment d'Europe de l'Est où la vie des femmes est beaucoup plus difficile. Donc, et puis tout aussi ce qui vient en provenance de l'Afrique, donc des systèmes de passeurs qui vont promettre un avenir meilleur à des femmes, mais qui ne savent pas vraiment ce qui s'en vient. Des fois, elles le savent, des fois, elles ne le savent pas, mais pour faire vivre la famille, il y a ça. Alors, évidemment, c'est une situation qui est particulière à l'Europe,
qui est difficilement applicable au Canada. Par contre, au Canada, je pense qu'on peut réfléchir cette question-là de encadrer, sécurité, un peu autrement. C'est-à-dire que c'est une minorité de personnes pour qui cette expérience-là, elle est satisfaisante et elle est sans conséquence. Okay. Je pense que tout le monde peut un peu imaginer que... Moi, j'aime bien parler en termes de 1%, 99%. Okay. Donc, les personnes qui se disent satisfaites, heureuses, qui peuvent choisir leurs clients, qui se sentent bien là-dedans et qui, une fois sortis, passent à autre chose sans problème, je pense qu'on peut facilement imaginer que c'est un petit pourcentage. Donc, ma position en termes de législation, c'est qu'on ne peut pas, au regard de quelques trajectoires individuelles, choisir une législation qui a autant d'impact sur le collectif. Parce que, imaginons, toi et moi, une situation un peu comme celle de l'Allemagne, où tout à coup, ça y est, vous pouvez acheter des services sexuels, vous pouvez en vendre, tout ça est légal. Donc, maintenant, les salons de massage qu'on trouve si nombreux à Montréal peuvent faire de la publicité, s'afficher. Le directeur du salon de massage devient un homme d'affaires abonné à la chambre de commerce comme tous les autres. Donc, il y a là d'abord une normalisation de, ben oui, la prostitution, c'est correct. Il y a des femmes qu'on va dédier à ça. C'est correct que les hommes aient de plus en plus de lieux pour obtenir des services en tout temps, en tout lieu, selon leurs préférences. Donc, il y a vraiment la cristallisation d'une école de pensée là-dedans. Puis, en matière de sécurité, parce que c'est ça qui revient souvent, moi, je vous dirais que le système actuel au Canada et dans d'autres pays qui ont adopté une législation comme la nôtre, qui s'appelle le modèle nordique, je pourrais peut-être y revenir, c'est un peu le moins pire des systèmes. Parce qu'il permet à la personne qui vend ses propres services sexuels de ne pas être criminalisée. Donc, ce qui est criminel au Canada, c'est l'achat et le fait de profiter des services d'autrui, donc le proxénétisme. Et le client et le proxénète. Donc, c'est ça. Donc, l'idée, c'est de réduire la demande, de sorte que dans un monde idéal, il y aurait juste cette minorité pour qui c'est un travail satisfaisant et sans conséquence. C'est un peu l'idée. Alors qu'on se dit que comme une grande portion des femmes souffrent du fait d'être là ou en ont souffert, bien, on a adopté une législation qui, elle, ne les criminalise pas, donc ne les met pas en danger d'une infraction, mais qui vise à envoyer un message, à réduire la demande. Parce que la sécurité, c'est une belle question parce que qu'est-ce qu'on dit au fond quand on dit on veut que ces femmes-là travaillent en sécurité? On veut qu'elles aient des boutons panique dans leur bordel? Je ne sais pas à quoi on pense. C'est une pratique essentiellement dangereuse. Et de dire que on voudrait les protéger de cette manière-là, c'est un peu comme on disait autrefois aux victimes d'agressions sexuelles de, ben tu sais, prends des façons pour t'organiser pour pas te faire agresser, tu sais. Alors moi, il y a cette idée-là qui me dérange aussi de mettre le fardeau de la sécurité sur les épaules de ces femmes-là. La prostitution va toujours rester une activité dangereuse. Malheureusement, l'actualité nous a donné des exemples de meurtres récents de personnes dans cette industrie-là qui ont tout fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire choisir le client, négocier les termes par texto, réserver une chambre d'hôtel sécuritaire et tout, mais une fois dans la chambre d'hôtel, il est arrivé ce qui est arrivé et c'est extrêmement malheureux. Donc, est-ce qu'on veut vraiment encadrer cette pratique qui a tellement de conséquences sur la vie des femmes? Pour moi, c'est non. Puis la loi nordique, donc, alors essentiel, donc c'est inspiré, j'imagine, de la Suède. La Suède. Donc la loi s'appelle La paix des femmes. Oui, c'est ça. C'est pour ça que Véronique, que le titre de sa pièce, c'est La paix des femmes. Je parle pas suédois, mais effectivement, je pourrais pas vous le prononcer comme ça, mais ça veut dire la paix. Et donc, c'est la Suède donc, qui a initié ce modèle-là, qui a été repris par d'autres pays nordiques, j'imagine, puisqu'on l'a enfin. Et est-ce que, essentiellement, donc, ça vise à ne pas criminaliser la femme, la personne, parce que j'imagine qu'il y a un peu d'hommes. Il y en a, évidemment. Comme en Allemagne, dans les bordels.
Dans les bordels, non. Non, non. Il n'y a pas ça. Mais il y a des escortes Okay, masculins. Ouais, masculins. Et donc, essentiellement, l'esprit de la loi, c'est ça, c'est de protéger la femme, de ne pas criminaliser la femme et criminaliser ce qu'il y a autour, en amont et en aval. Oui. Puis, effectivement, c'est un modèle qui a été conçu par la Suède en 99. Donc, eux, ils ont une longue expérience de ça, qui a été repris avec des différences. Pour moi, le modèle le plus intéressant, c'est celui de la France. Okay. Donc, parce qu'ils ont ce modèle-là depuis 2016, mais en plus, eux, ils ont mis sur pied un programme de sortie de la prostitution. Okay. Ce qu'on n'a pas au Canada et ce qui est totalement déplorable. Donc, vous pouvez vous inscrire via un organisme communautaire et puis, quand on est admis dans ce programme-là, bien, il y a un soutien financier parce que c'est difficile de sortir de la prostitution. C'est difficile de penser l'après, de vivre financièrement de l'après, de s'occuper de sa santé, parce que souvent, ça a eu de gros impacts sur la santé physique et psychologique. Donc, la France propose ça. C'est vraiment pas parfait parce que les montants n'ont pas suivi tant que ça. Ouais. Je pense que, si ma mémoire est bonne, il y a peut-être 500 parcours de prostitution qui ont été attribués depuis 2016. Okay. Mais comparé au Canada, qui a le modèle nordique depuis 2014, c'est merveilleux, mais c'est pas beaucoup. Et l'argent n'a pas suivi. Mais quand même, cette idée de dire, vous allez bénéficier d'une petite allocation, d'un droit au logement, donc d'une place prioritaire dans des endroits où il y a du logement social. Vous aurez accès à un régime d'indemnisation si vous avez été victime d'un acte criminel comme le proxénétisme. Donc, il y a cette idée qu'il faut soutenir la sortie. Mais ça, dans un milieu comme l'Allemagne, si vous dites que la prostitution, c'est un travail comme les autres, il n'y aura pas de soutien à la sortie. Comme le dit Véronique dans notre essai, on ne soutient pas les hygiénistes dentaires qui souhaitent changer de métier. Ça vient avec beaucoup d'implications, le fait de dire c'est un travail comme les autres, donnons-lui le même titre que tous les autres corps de métier. Puis ça, c'en est un exemple. Puis dans l'idée de travail comme les autres, je ne sais pas si c'est dans votre essai que j'ai lu ça ou ailleurs, mais on parlait de ça, puis il y avait une ancienne prostituée qui disait... on pourrait dire que c'est un travail comme un autre, dans la mesure où si on me disait, c'est comme faire du ménage, mettons, comme tu fais du ménage pour un théâtre ou pour un organisme, elle dit, c'est pas un travail comme un autre parce que pour être l'équivalent, il faudrait dire, tu fais du ménage, mais tu fais le ménage avec ta langue. Et là, il y a comme l'image est assez forte finalement, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose c'est pas comme vendre sa force de travail ou quelque chose, il y a quelque chose dans ton corps. Là. Tout à fait. Et même ça, chez les deux camps, c'est un objet de discorde. Parce que on a tendance, je trouve, depuis quelques années à, justement, en lien avec cette liberté sexuelle-là qui est formidable pour les femmes, pour les hommes et pour tout le monde, mais à se dire que le corps, c'est quelque chose et que nous sommes autre chose. Mais moi, je suis de l'école de pensée qui pense que nous sommes notre corps. Et vendre des actes sexuels nécessite de compartimenter son corps, sa sexualité avec ce qu'on est. Puis, il n'y a rien de religieux puis de moraliste là, dans cette idée-là. Mais il faut juste peut-être aussi s'imaginer ce que c'est quotidiennement avoir des rapports sexuels qui ne sont pas désirés. Une grande proportion des femmes, malheureusement, ont déjà connu une expérience comme ça. De dire, je suis dans un rapport sexuel, je n'ai pas de plaisir en ce moment, je vais m'arranger pour que ça passe au plus vite, c'est pas agréable. Donc, imaginez que c'est votre quotidien, parce que je sais pas si je pense pas que les gens s'imaginent que la femme qui est prostituée a du plaisir. Ben non, c'est un jeu, c'est un personnage, c'est une prestation. Donc, vous avez quotidiennement 4, 5, 7, 8, 9, 10 rapports par jour non désirés. Les stratégies qui sont développées souvent par les femmes et qui ont été vraiment documentées, notamment du côté des psychotraumatologues, c'est un phénomène qui s'appelle la dissociation, qu'on peut expérimenter notamment quand on est malheureusement victime d'une agression sexuelle. Il y a une paralysie qui opère et il y a cette idée, ce sentiment de sortir de notre corps, d'être au-dessus. Et les femmes dans l'industrie du sexe connaissent
pour la plupart très bien ce phénomène de dissociation, qui souvent est un moyen de survie pour dire que dans une journée, vous allez avoir 10 rapports sexuels avec des hommes que vous ne désirez pas. Et il n'y a pas de place pour votre désir et vos besoins dans cette relation-là. On vous demande de faire tel geste, avoir telle attitude, et puis il faut que ça roule, parce que souvent, en plus, le client a booké 15 minutes. Donc, pour que ça marche en 15 minutes, il faut offrir une prestation. Donc, la dissociation est un phénomène documenté. Puis je pense à des femmes que j'aime beaucoup et que je côtoie et qui, des fois, font des blagues avec ça, de dire « Oh, je viens de me dissocier. » Parce que malheureusement, une fois que ça s'est enclenché, c'est très, très difficile de fermer cet interrupteur-là, même quand les activités prostitutionnelles sont terminées. Okay. Donc, ça fait que les femmes... C'est le cerveau, finalement, qui fait un truc pour la survie. Ben oui, tout à fait. Comme peut-être le post-traumatique ou des gens qui ont vécu des traumatismes très, très importants dans la jeunesse puis qui ont complètement oublié... qui retrouvent des fois par hypnose, des choses aussi fortes que ça. Oui, d'ailleurs, le trouble de stress post-traumatique est un diagnostic très fréquent chez les personnes qui ont été dans l'industrie du sexe. Et ça vient avec des difficultés quotidiennes qui sont très, très, très intenses, un sentiment d'hypervigilance, donc tout le temps, des flashbacks constants. Donc, quand on parle de la sortie difficile, s'extraire de ce milieu-là est difficile parce que souvent, on a mis de côté un peu notre famille, notre entourage, on vit un mode de vie qui est fort différent de la majorité des gens. Mais une fois qu'on est sorti, être seul chez soi avec son trouble de stress post-traumatique, son hypervigilance, ses flashbacks, ses cauchemars, son anxiété, son trou dans le CV, sa perte de réseau, la précarité financière, les femmes en arrachent quand elles sont sorties. En tout cas, les femmes que je connais, et une grande proportion. Okay. Parce que j'imagine que même quitter ça puis dire bon ben je m'en vais caissière ou peu importe, je retourne à l'université, ça ne doit pas être si facile non plus, ne serait-ce que sur le plan de la santé mentale, comme tu dis, c'est autant post-traumatique normalement. C'est pas là où tu entreprends une nouvelle carrière, tu te reconstruis, donc j'imagine que c'est pareil pour la majorité. C'est extrêmement difficile, effectivement. Donc, excuse-moi, mais donc, la tentation de retourner? Ah, mais complètement, parce que tant qu'à en arracher autant, et veut pas souvent, il y a cette idée qui est inculquée tôt de n'être bonne qu'à ça. C'est une caractéristique qu'on retrouve chez plusieurs personnes dans l'industrie du sexe qui s'est développée, souvent en lien avec des agressions qui ont eu lieu pendant l'enfance. Donc, y retourner, tant qu'à se faire juger, tant qu'à être pauvre, tant qu'à avoir personne avec qui parler de ça. Oui, c'est sûr que c'est... Et c'est d'ailleurs un phénomène qui est documenté, les allers-retours dans la prostitution. Plusieurs études très sérieuses ont montré que sortir la première fois, ça arrive presque pas. Il y a une étude canadienne qui a évalué, avec un bon échantillon de femmes, là, que c'est environ 5 tentatives avant que la sortie soit définitive et fructueuse. C'est vraiment pas facile. Et est-ce que dans l'activité de prostitution, est-ce que la violence est toujours là? Parce qu'on parle, tu sais, s'il y a un post-traumatique, il y a ce danger-là, mais est-ce que ça veut dire que c'est toujours... Ça peut être en soi violent, comme tu dis, d'avoir 10 rapports par jour pour des personnes, bon. Mais la violence physique, est-ce que c'est seulement un risque, seulement de guillemets, ou ça peut être toujours partie de cette activité-là? Je pense pas que ça en fasse toujours partie. Je connais des femmes qui ont dit qu'elles n'ont jamais eu de clients violents. Je suis persuadée que ça existe. Les femmes se parlent entre elles aussi, s'envoient des listes de mauvais clients sur les forums, vont s'échanger comme ça des informations. Donc, je pense pas que ça fasse partie du quotidien de toutes les femmes, les clients violents. Mais pour moi, il reste qu'en soi... c'est une violence, donc, et ça, c'est un point d'achoppement là, entre les deux camps. Donc, c'est à la base, finalement. Là, complètement. Tu veux ou tu veux pas, puis même si tu veux, c'est un acte en soi qui est violent, c'est ce que les abolitionnistes défendent. Puis les protéistes doivent dire, mais c'est un choix, puis même s'ils ne sont pas désirés,
Oui, mais je tiens à préciser que le choix des femmes n'est jamais remis en question par aucun des camps. Puis moi, je connais pas tant que ça de femmes qui ont été contraintes, là, forcées à la prostitution. J'en connais, puis ça a été terrible, mais de plus en plus, il y a, on se dirige un peu naturellement, on est incité, on est conduite, on est tenté. Il y a peut-être aussi une sorte de séduction de ça, le côté pretty woman. Ça existe. Chez les jeunes, il y a le côté glamour, il y a le côté valorisation, mais c'est tout ça pour dire que moi, je ne questionne jamais le choix des femmes. Les femmes qui disent « j'y suis allée par choix, j'aime ça, c'est satisfaisant », je ne le questionnerai jamais. Mais je ne pense pas qu'on puisse faire des choix de société à l'aune des choix individuels. Parce que vaut un choix individuel dans une société où la domination masculine existe toujours, le filet social s'effrite, le capitalisme est de plus en plus sauvage. Donc, en ce sens-là, la question du choix, je l'aime pas beaucoup. Puis, quand on avait rencontré Mme Dufour, Mme Rose Dufour, elle disait que dans la grande majorité des cas, les femmes qui se prostituaient avaient un passé de violence ou d'abus sexuels. Donc, c'est un truc qui selon les études, qui se confirme en général. Oui, c'est vrai que ça a été observé, violence intrafamiliale particulièrement. Alors, inceste, beaucoup. Effectivement, parmi les femmes qui ont accepté de participer à des études scientifiques au Canada et au Québec, il y a souvent ces expériences-là qui ressortent. Ça peut s'expliquer, le passage entre l'inceste, les violences intrafamiliales et l'entrée dans l'industrie du sexe peut s'expliquer par une sorte de désensibilisation à des actes sexuels non désirés, à évidemment une estime de soi qui est plus faible, hein, quand les gens quand vous êtes enfant, puis qu'il y a les gens qui sont chargés de votre sécurité, commettent l'abject, l'odieux de briser ce lien de confiance-là, ça laisse des traces et donc ça peut être plus facile, disons, pour des gens qui recrutent, pour des proxénètes, d'attirer des jeunes femmes dans cette industrie-là. Alors oui, ça se confirme par certaines études. Et je reviens à ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux très jeunes femmes présentement. Donc, ce genre de nouveau modèle, là, très Instagram, disons, là. Est-ce qu'on assiste à un nouveau paradigme est-ce que c'est toutes des jeunes filles qui ont vécu des choses dans leur jeunesse, tout ça, ou c'est pas du tout, c'est des jeunes filles de bonne famille qui, pour le côté profitons-en le temps que ça passe, on est-tu dans une nouvelle affaire ou c'est un... Je pense que oui. Je pense que, pour reprendre la terminologie de Rose Dufour, on est dans un nouveau système producteur de prostitution en ce moment. Par exemple, les très jeunes femmes n'ont pas toutes été victimes de violences intrafamiliales. Plusieurs ont eu des expériences en centre jeunesse, cela dit. Le centre jeunesse est quand même un lieu de désensibilisation à la prostitution. Le fait de côtoyer des jeunes femmes qui font des allers-retours entre le centre et l'industrie du sexe. Mais de fait, on observe donc une désensibilisation à la sexualité, au corps, à la séparation du corps et de soi, à la glorification d'un certain mode de vie, d'un certain lifestyle, la volonté de richesse, de beaucoup d'argent, de l'exposer sur les réseaux sociaux. Alors effectivement, et puis une forme aussi de normalisation de contact avec les inconnus. Parce que les médias sociaux, notamment Instagram, Snapchat et autres, permettent nous, les vieilles personnes, on a nos petits réseaux privés, mais c'est absolument pas le cas chez les très jeunes, pour qui tout ça est public. Tout le monde peut vous faire des commentaires sur votre photo, vous allez discuter avec des gens que vous n'avez jamais rencontrés. Il y a beaucoup moins cette notion de « je te connais pas ». Tout ça est très, très flou. Donc, il y a cette idée d'être mise en contact avec des personnes et les recruteurs, les proxénètes le savent. Donc, vont regarder des profils de jeunes femmes qui s'exposent, qui cherchent de l'attention, ils vont leur en donner. Et il y a quelque chose qui est à étudier. On est au balbutiement de tout ça, mais il y a quelque chose qui est à étudier, effectivement, comme tu dis, d'un nouveau système là, qui produit
de la prostitution. Ouais, c'est assez troublant parce que c'est comme, ils s'offrent elles-mêmes là-dessus. Tout à fait. Puis, tout à fait. Et non pas, comme tu disais, peut-être que d'autres modèles, c'est un proxénète va s'intéresser à une jeune fille, va la séduire, va être fin avec elle. En tout cas, c'est ce qu'on entend souvent. Tandis que là, c'est voici, je suis là, et les autres, ils ont juste à, finalement, à lancer des lignes. Oui, il y a beaucoup moins là, le modèle de l'amoureux qui se révèle être un proxénète. Là. C'est plus la présentation de on va faire des affaires ensemble, on va faire un coup d'argent, laisse-moi t'aider là-dedans. Et d'ailleurs, les proxénètes, malheureusement, sont de plus en plus jeunes parce que pour s'adresser comme ça aux jeunes femmes, ben souvent, ils ont le même âge qu'elles. Et j'ai lu quelque chose de troublant dans l'essai aussi. Tu parlais de que tu avais suivi quelques jeunes femmes, puis il y en avait une qui avait comme ouvert son compte à 16 heures, quelque chose comme ça, puis 3/4 d'heure après, il y avait un nombre faramineux de... Oui, 45 minutes après, l'annonce placée sur un réseau d'escorte de cette jeune femme-là, qui visiblement était mineure, avait été vue plus de 12 000 fois en 45 minutes. Parce que les clients cherchent toujours des nouvelles femmes. Donc, cette pression-là, cette demande-là, conduit des proxénètes à vouloir recruter toujours plus parce qu'il y a de l'argent à faire. Puis c'est un proxénète dans une balado extraordinaire qui s'appelle Trafic qui disait, à visage couvert, un ancien proxénète qui disait « C'est beaucoup plus facile de vendre des filles que vendre la drogue. Tu as beaucoup moins de chances de te faire attraper. » Quelque chose, hein, quand même. Bon, ben écoute, moi, ça fait le tour pas mal de mes questions que j'avais par rapport à ça. Je te remercie beaucoup d'avoir participé. Michel. Merci aussi d'avoir participé à toute la création, l'aventure de La paix des femmes. En tout cas, j'ai hâte que les gens voient la pièce. C'est un texte extraordinaire. Je pense que ça va être une pièce importante. Ça, c'est à mon humble avis. Mais merci d'avoir participé à ça, puis moi, j'ai fait ça de loin, mais avec Véronique et tous les acteurs, ton aide a été très précieuse. Je t'en remercie beaucoup. Merci de l'intérêt. Ça fait plaisir.